Nous, aujourd'hui, quand on regarde nos tests d'investissement, notre but dans la vie, c'est pas de générer le plus de cash pour rembourser la dette. Notre but dans la vie, c'est de faire croître les business. Bonjour à tous, je suis Jean-Philippe Couturier et vous êtes sur Insider, le premier podcast qui décrypte les enjeux et mutations des sociétés de prestations intellectuelles. Insider vous est proposé par Wooz, la solution leader de la digitalisation du staffing, qui maximise les résultats des ESN, des cabinets de conseil, des sociétés d'ingénierie et des cabinets d'audit. Je suis ravi de vous accueillir dans cet épisode et je vous propose maintenant de partir à la rencontre d'un expert du secteur qui nous apportera un éclairage sur les tendances d'un marché en pleine transformation. Ce podcast est réalisé en partenariat avec Numéum, Kia Partners et SVZ. Bonjour à tous, Henri, bonjour, bienvenue et merci d'avoir accepté d'inaugurer le premier podcast d'une longue série destinée aux ESN, aux sociétés d'ingénierie et plus généralement aux sociétés de prestation de services. Henri, je te propose de commencer tout de suite dans le dur en nous expliquant Apax Partners et puis en nous donnant quelques informations sur ton parcours. Ouais, merci beaucoup Jean-Philippe déjà de m'avoir invité. Donc moi je m'appelle Henri Capel, je travaille chez Apax Partners depuis une dizaine d'années maintenant. J'ai 38 ans et je travaille principalement sur tout ce qui est logiciel, investissement dans la technologie et ce inclut les ESN. Et donc Apax Partners, on va en parler beaucoup. C'est une société de gestion indépendante française qui fait ça depuis 45 ans à peu près. Et notre métier, c'est d'investir dans les plus belles ETI françaises et européennes dans des opérations de LBO. On nous confie de l'argent qu'on investit ensuite aux côtés d'entrepreneurs, de dirigeants pour faire grossir les entreprises dans différents secteurs. D'accord. Et ton parcours, alors comment tu es venu à Apax et comment tu es venu à ce monde du private equity qu'on va définir tout à l'heure? Parce que moi j'ai entendu déjà LBO, private equity, c'est des mots que tout le monde connaît pas, donc je te demanderai de nous les définir après. Mais ton parcours, comment es-tu venu jusqu'à Apax? Écoute, c'est assez simple en fait. Moi, j'ai eu un parcours assez classique. Je suis diplômé d'HEC et puis lorsque j'ai terminé l'école, j'ai commencé ma carrière dans la finance il y a 15 ans. J'ai commencé par travailler chez Goldman Sachs. J'étais banquier d'affaires. J'ai fait ça pendant 5 ans. Et donc mon métier, c'était de conseiller des entreprises dans leurs opérations de croissance externe, levée de capitaux, etc. Et puis au bout de 5 ans, j'ai voulu changer un petit peu de métier, me rapprocher plus des entreprises. Et donc c'est pour ça que j'ai rejoint Apax Partners il y a maintenant 10 ans. C'est quasiment l'anniversaire cette année pour toujours avoir une exposition au monde de la finance. Mais le private equity, le capital investissement, c'est beaucoup plus large que ça. Et donc on travaille quotidiennement avec des entrepreneurs, des entreprises et dirigeants sur toute la vie de leur business en fait. C'est pour ça que je suis arrivé chez Apax. En plus, je connaissais des gens là-bas. Parlons un petit peu finance et on va définir quelques mots. Déjà, moi, j'entends des gens parler de capital risque. Là, on parle de private equity. C'est quoi le private equity? Est-ce que c'est la même chose? C'est pas la même chose? Alors, on parle de capital développement aussi. En fait, ça veut dire quoi tous ces termes? Le private equity, ça englobe beaucoup de choses. Ça englobe le capital risque, le capital développement, l'amorçage, l'investissement dans les sociétés non cotées et particulièrement, enfin, en tout cas, nous, ce qu'on fait chez Apax, c'est tout ce qu'on appelle des opérations de LBO. D'accord? Donc, c'est le capital privé investi dans les sociétés généralement privées, qui ne sont généralement pas cotées en bourse. Il y a des exceptions. Mais l'idée, c'est d'investir dans des entreprises qui sont privées au sens où elles appartiennent à des fonds et ou à des managers, ou des fondateurs. Donc ça, c'est le premier point. Et ensuite, dans le private equity, le capital privé, il y a une classe d'actifs, en fait, sur laquelle nous, Apax, on est présent. C'est ce qu'on appelle les opérations de LBO, donc opérations à levier, où des gens comme nous vont, aux côtés de dirigeants et de managers, investir dans des entreprises, généralement donc, des capitaux propres, et également une partie en dette d'acquisition pour prendre le contrôle de la société et ensuite la développer sur une période qui peut aller de 4, 5, 6, voire plus de temps. Si moi, je suis une entreprise et je vais aller chercher 3-4 millions. J'ai compris que ça, c'était pas vraiment du LBO, c'est trop petit. C'est quoi la différence entre du LBO? Déjà, ça veut dire quoi LBO? Ça veut dire leverage buyout, donc c'est opération à effet de levier. Si toi tu cherches 3-4 millions parce que tu commences à développer ton activité ou tu veux passer une étape, des gens comme nous, on va pas être vraiment pertinents parce que tu vas plutôt aller te chercher du capital risque, du capital développement qui vont mettre de l'argent principalement directement sur le compte de l'entreprise pour financer ta croissance, peut-être pour éponger des pertes au début. Et c'est beaucoup ce qu'on voit aujourd'hui avec les fonds quand les startups françaises, les licornes lèvent beaucoup d'argent. C'est du capital investissement ou du capital risque. Et donc, c'est de l'argent qui est mis dans la société pour éponger ses pertes, pour investir dans ses forces de vente, dans son expansion géographique. Ça, c'est différent de ce qu'on fait. Nous, Apax, comme beaucoup d'autres, KKR,
Astor, enfin des gens comme ça qu'on voit sur le marché également. On va acheter des sociétés qui sont plus matures, qui peuvent supporter typiquement une dette d'acquisition, qui génèrent du cash, qui sont profitables. Et nous, ensuite, on va les aider en apportant parfois du capital en plus, parfois des financements tiers en plus, pour faire des acquisitions, accélérer leur croissance à l'étranger, s'organiser mieux, etc., etc. Je dirais que la vraie différence, c'est la maturité en fait de la société, son niveau de profitabilité. Et je comprends que ces sociétés, elles génèrent de la profitabilité, et donc finalement, est-ce que ça veut dire que un LBO, c'est comme une grosse dette qui est portée par l'entreprise et dont le cash va rembourser progressivement? En partie. C'est-à-dire que dans une structure de LBO, on va créer une nouvelle société, une holding, dans laquelle on va apporter, nous, des capitaux propres nouveaux, dans laquelle également souvent les managers ou les fondateurs vont également apporter des capitaux propres. On va mettre dans cette holding également une dette d'acquisition qui est plus ou moins importante en fonction de ce que peut supporter la société. Et cette nouvelle holding va acheter la société cible. Et ensuite, effectivement, comme tu le dis, une partie de la trésorerie de la société va permettre de rembourser au fil de l'eau tout ou partie de cette dette. Ensuite, tout le sujet étant de se dire quel est le bon niveau de financement bancaire pour que la société puisse à la fois rembourser sa dette, mais également continuer à investir, recruter, faire des acquisitions, etc., etc. Tu t'en souviens peut-être, mais en 2008-2007, il y a eu beaucoup de LBO justement qui ont eu des problèmes parce que les niveaux de dette étaient beaucoup trop élevés, et c'est une période dans laquelle on est plutôt sorti. Et donc aujourd'hui, des fonds comme nous, en tout cas c'est ce qu'on fait nous chez Apax, on va mettre évidemment de la dette d'acquisition, mais dans des proportions moindres que ce qu'on voyait il y a une dizaine ou une quinzaine d'années. D'accord? Parce que l'idée, on en reparlera sûrement peut-être, en tout cas nous chez Apax, on est des investisseurs de croissance, et donc on a plutôt vocation à aider nos entreprises à investir dans leur business, dans leur expansion géographique, dans leur croissance, plutôt qu'à uniquement rembourser de la dette. Par contre, il y a un équilibre à trouver entre le capital que nous on apporte, que les dirigeants apportent, qui est un capital cher et risqué, et la dette qui est moins chère. Mais juste pour fixer les idées, aujourd'hui, un investissement moyen chez Apax, c'est combien? Alors nous, on a deux poches de capital. On a une poche qui fait 1,5 milliard qu'on est en train de déployer, une poche qui fait des sociétés de taille moyenne, je dirais, et une poche qui fait 250 millions d'euros qui a vocation des entreprises plus petites. Et je dirais sur le fonds principal sur lequel moi je travaille, donc sur 1,5 milliard, ça veut dire que sur chaque opération qu'on va faire, on va déployer entre 70 millions et 300 millions d'euros. C'est assez large. Lorsqu'on met dans une entreprise 70 millions pour débuter, on se dit qu'on va déployer davantage de capital au fil de l'eau pour financer des acquisitions, par exemple. On parlera sûrement d'acquisitions plus tard, ou directement des montants plus importants. L'idée, c'est que nous, dans un fonds, donc 1,5 milliard, on est entre 10 et 12 lignes, en fait. Au-delà de ça, c'est trop diffus pour nous. On est des petites équipes. On a envie d'avoir du temps à passer avec nos entrepreneurs. Et donc, si on a en portefeuille plus d'une dizaine de lignes par fonds, il commence à y avoir un peu de perte en ligne. On est un podcast dédié à la prestation de services. On voit qu'il y a, et je trouve que c'est assez nouveau parce que moi je voyais pas ça il y a plus de 10 ans, mais on voit des fonds de LBO comme Apax qui vont sur le marché des ESN ou des sociétés d'ingénierie qui financent, ou même des cabinets de conseil. On va revenir là-dessus parce que moi j'ai vraiment envie de comprendre pourquoi ce nouvel amour, ou en tout cas cet amour récent. Mais juste avant ça, c'est quoi les secteurs intéressants en général pour les fonds de private equity type LBO comme Apax? Il y a des fonds de LBO qui vont investir dans tous les secteurs qui existent. Il y a des fonds qui vont faire que de l'immobilier. Il y a des fonds qui vont investir dans la chimie lourde. Je dirais qu'à la fin, ce qui est important pour un fonds de LBO, où on va mettre une dette d'acquisition, ça va être la capacité à générer du cash flow, à être profitable et idéalement avoir de la croissance et de la récurrence. Ça, c'est ce qu'en général les fonds de LBO aiment bien. Nous, chez Apax, on se spécialise par secteur. Donc, moi, je travaille dans l'équipe qui investit uniquement dans ce qu'on appelle tech et télécom, donc le logiciel, les services télécom, les services IT, etc. Mais on a également des équipes qui s'occupent que de tout ce qui est retail, distribution, biens de grande consommation. On a une autre équipe qui s'occupe que des services financiers, services aux entreprises. Voilà, nous, ça, c'est notre prisme. Mais tu as des fonds qui ont des philosophies un peu différentes et qui vont investir dans l'infrastructure, dans l'immobilier, etc. C'est un peu tout. Et je dirais qu'à la fin, ce que les fonds de LBO vont bien aimer, c'est les sociétés
mature, solide, avec des positions de leader, en croissance et profitable. C'est un petit peu ça. Si on a tout ça, c'est intéressant, assez pertinent le LBO. Alors, avant de bien comprendre sur le marché justement du service, moi j'aimerais revenir sur un deal mythique chez Apax pour essayer de comprendre les ingrédients vraiment derrière qui vont permettre de développer ces deals sur les ESN, c'est Afflelou. Est-ce que tu peux nous en parler? Pourquoi la franchise, c'est quelque chose d'important pour vous? Écoute, Afflelou, c'est un des deals emblématiques d'Apax. On doit être actionnaire d'Afflelou depuis 15 ans, je pense. Et typiquement, c'est un modèle qui se prête assez bien au LBO parce que c'est un business de franchise, donc ça génère beaucoup de cash. Ça requiert assez peu de capital de CAPEX. Au cas particulier d'Afflelou, qui est opticien, c'est un besoin primaire, donc c'est assez récurrent. Les gens, toi en l'occurrence, doivent changer de lunettes tous les 1 ou 2 ans et donc tu as un flux constant et c'est un de business. Et en l'occurrence, au cas particulier d'Afflelou, c'était un leader avec un positionnement très clair, avec un fondateur assez visionnaire, et donc tout ça faisait que c'est un très bon candidat pour faire des LBO. Et donc Afflelou est un exemple, ils sont sous LBO depuis 15 ans, d'abord avec nous, après on a mis en bourse, on est ressorti de la cote. Aujourd'hui, on est encore minoritaire dans la société, c'est un business qui s'y prête assez bien. Non, je disais qu'à l'inverse, tout n'est pas parfait chez Afflelou. Par exemple, c'est un business où tu es c'était de manière tributaire de la Sécu, donc les remboursements ça peut t'impacter, etc. Donc il y a des plus et des moins, mais disons que c'est un bon exemple. Ouais. Il y a beaucoup de deals LBO dans la franchise. Mais imaginons, alors moi je m'appelle Monsieur Afflelou, il y a très longtemps, et je viens voir Apax et je dis voilà, je voudrais faire un deal avec vous. Qu'est-ce qui me pousse moi, Afflelou, à vouloir faire un deal avec Apax et à ce que Apax mette de l'argent chez Afflelou? C'était quoi le besoin d'Afflelou à ce moment-là? Alors, je pense que c'était plusieurs choses. Déjà, il peut y avoir un besoin de cristalliser une partie de son patrimoine. On a souvent ça chez les entrepreneurs qui ont en gros tout leur patrimoine dans leur société. À un moment, ils se disent ça serait bien de mettre un peu de billes de côté pour faire autre chose, pour me diversifier un petit peu. Donc ça, c'est une première motivation. Et puis ensuite, une deuxième motivation, c'est OK, je suis arrivé à un point A aujourd'hui, c'est super. J'ai commencé à développer mon business, je gagne de l'argent, c'est super. Mais est-ce que, avec l'aide d'un fonds, en l'occurrence Apax, est-ce que je vais pas pouvoir accélérer? Est-ce que ces gens-là vont pas pouvoir m'aider avec de l'argent, évidemment, mais pas que. Nous, on n'apporte pas que de l'argent, des conseils, du temps, une expérience qu'on peut avoir nous, pour faire des acquisitions, pour accélérer la croissance, pour faire des recrutements, pour aller à l'étranger. Et c'est ce qu'on a fait chez Afflelou, par exemple. Mais alors regarde, revenons sur le cash un petit peu. Moi, Afflelou, je pourrais aller voir une banque. Je pourrais dire à un banquier, prêtez-moi de l'argent. Pour autant, on voit beaucoup d'opérations de LBO où, en fait, non, les entrepreneurs disent non, moi, je préfère que ce soit un fonds. Pourquoi? Parce que justement, la banque va te donner de l'argent. Et d'abord, à la fin, il faut que tu le rendes, quand même. Et surtout, un partenaire bancaire, c'est très bien. Il n'y a pas de jugement de valeur là, mais ils vont pas t'aider à développer ton business. Ils vont pas t'aiguiller. C'est passif. Nous, à Pax, on a des spécialistes qui ont vu 50 films dans la franchise ou qui ont eu plein d'autres exemples et d'expériences de sociétés qui voulaient se développer plus vite. Donc, c'est ça que nous, on va apporter comme valeur ajoutée. Donc, si je résume, tu me dis si je comprends bien. Ce que je comprends, c'est que dans une opération de LBO, je vais avoir des gens comme Apax, mais en fait, Apax peut aussi faire rentrer des banques. Et que l'argent que vous allez insuffler, vous allez le donner, une partie, le dirigeant peut le récupérer pour cristalliser son patrimoine. Une autre partie va être injectée dans l'entreprise. Il va y avoir de la dette bancaire. Tout ça pour accélérer le développement et la croissance de l'entreprise. La dette bancaire, il faudra la rembourser. L'argent insufflé par Apax, non, puisque vous avez pris, j'imagine, de l'equity. Là, je viens d'utiliser un mot. C'est quoi de l'equity? C'est simplement des capitaux propres. C'est-à-dire que nous, en échange de ce qu'on apporte à la société, on va avoir une part du capital et qu'on récupérera, et idéalement dans un plus gros montant, lorsqu'on sortira tous ensemble dans 4, 5, 6 ans à la fin de l'investissement. Et donc, c'est comme ça que nous, on gagne notre vie. C'est-à-dire que on va investir 100 dans une entreprise, on va la faire croître, on va aider le dirigeant à grossir. Et au bout de 4, 5, 6 ans, on verra bien. Nous, on cédera nos parts, généralement, soit à un autre fonds d'investissement, soit à un industriel qui rachète l'entreprise. Voilà, il y a plein de possibilités ou de remettre la société en bourse. Voilà, nous, c'est comme ça qu'on gagne notre vie. On va avoir des parts de capital. On est actionnaire. Alors, si tu veux bien, on va revenir sur Apax un petit peu, parce que moi, j'aimerais bien comprendre quelques deals mythiques. Tu nous as parlé juste avant d'Afflelou, tu nous as expliqué les mécanismes de LBO. Je pense qu'on a maintenant compris globalement que Apax amenait du conseil, du cash, soit pour le ou les dirigeants, soit pour le développement de l'entreprise. Et j'imagine aussi, d'ailleurs, je peux me tromper, mais j'imagine qu'une banque, elle est plus enclin à prêter à partir du moment où il y a Apax, parce que vous êtes une garantie aussi de solidité ou de croissance. Ça aide un petit peu. On va dire que ça
Nous, on a des relations bancaires avec toute la place, hein, donc on travaille avec toutes les banques. Et c'est sûr que quand on a un actionnaire au capital comme Apax ou un autre, ça crédibilise énormément un projet entrepreneurial, parce que nous aussi, on croit au projet, on y met quand même beaucoup d'argent. Pour le partenaire bancaire, c'est quand même un gage de, on va dire, de sérieux du projet pour les prochaines années. Je t'ai dit, on revient sur Apax et sur ton parcours. Moi, il y a une chose qui m'intéresse toujours dans ces jobs, parce qu'on a la chance de faire des jobs de passion. C'est qu'est-ce qui t'éclate dans ton job, qu'est-ce qui te fait lever le matin et qui te fait que tu es depuis plus de 10 ans chez Apax? Écoute, c'est une bonne question. Déjà, moi, je suis d'un naturel très curieux. Parfois c'est un défaut, mais c'est souvent, je trouve que c'est une de mes qualités. Donc moi, ce que j'adore dans ce métier de private equity, évidemment, c'est un métier de finance. Il faut savoir compter, en gros, mais c'est un métier beaucoup plus humain que ce qu'on peut croire de l'extérieur, parce que vraiment notre métier, c'est d'échanger avec des dirigeants, parler de leur business, parler de leur industrie, brainstormer en permanence sur ce qu'on peut faire, ce qu'ils veulent faire, comment est-ce qu'on peut les aider. Et ça, c'est hyper enrichissant, parce que tu as tous les jours des discussions super fluides avec des gens de super bon niveau, qui ont des vrais sujets et sur lesquels tu as un niveau d'écoute de très grande qualité, parce que de cette manière, quand on investit dans une société, on est dans le même bateau que les dirigeants, on a envie que ça marche, et donc on passe beaucoup de temps à échanger, à brainstormer, à faire des choses avec les dirigeants d'entreprise. Et moi, en tout cas, c'est ça que je trouve le plus sympa dans notre métier. Évidemment qu'il y a un aspect financier, on fait des calculs, etc. C'est des business plans, c'est important. À la fin, je pense que c'est 20% de mon temps. Le reste de mon temps, c'est d'échanger avec des dirigeants sur la stratégie, les problèmes qu'ils ont parfois aussi, où on peut les aider, les rassurer. C'est ça qui est super. C'est un métier très complet. Évidemment, sur lesquels j'aimerais bien qu'on vienne, parce que je sais qu'Apax était dans ces deals, c'est évidemment Altran et GFI. On va commencer, si tu veux bien, par Altran, parce que ça a fait la une des journaux il y a pas si longtemps que ça. Vous êtes rentré quand dans Altran et pourquoi? Pour quelles raisons? Altran, c'est un deal, c'est vrai que c'est un deal emblématique d'Apax, c'est un deal qui est particulier parce que c'est un LBO mais dans une boîte cotée, qui est resté toujours coté en bourse. Mais normalement, c'est un bon exemple parce que donc c'est un deal qu'on a fait en 2008, je crois, donc c'était un petit peu avant que j'arrive. Et à l'époque, les fondateurs d'Altran, donc Alexis Kniazev, Hubert Martini, voulaient par exemple, en l'occurrence, monétiser un petit peu leur investissement. Donc on leur a acheté un petit peu d'actions. Et surtout, on a, nous, participé à une augmentation de capital qu'on a garantie. Et donc on est devenu actionnaire de référence d'Altran. On avait un peu plus de 30% du capital de mémoire. On est rentré au board. Et l'idée, qui était assez simple, de l'investissement dans Altran, c'est de se dire, Altran, c'est un leader mondial dans son métier qui est le conseil en R&D externalisé, qui était à l'époque très français, avec des marges qui étaient un petit peu en dessous du marché. Et l'idée, c'était de faire croître assez fortement Altran, notamment par acquisition, et de remettre le business à un niveau de profitabilité plus en ligne avec là où était le marché. En fait. Ça s'est pas du tout passé comme prévu, comme c'est souvent le cas, parce qu'en fait, on a investi en 2008, juste avant la crise financière. Donc, ça a été assez violent, le business a été sous pression assez forte. On a dû remettre de l'argent pendant cette période, ce qui est jamais ce qu'on préfère, remettre de l'argent quand tout va mal, c'est compliqué, c'est jamais. Mais on l'a fait. Ensuite, on a eu une période qui a été très visible où on a eu un conflit avec le dirigeant. On y reviendra sûrement après parce que une des choses très importantes quand on fait rentrer un fonds de LBO à son capital, c'est d'avoir un plan et une confiance partagée entre les dirigeants et le fonds. Et c'est ce qu'on n'a pas eu en fait au début avec Altran. Et puis ensuite on est sorti de la crise, on a changé de dirigeant, donc c'est Philippe Salle qui est devenu PDG d'Altran en 2010, il me semble, 2011. Et puis ensuite on a eu en fait tout ce qu'on avait prévu s'est concrétisé, mais ça a pris plus de temps. C'est-à-dire que la profitabilité s'est remontée, on a recommencé à faire des acquisitions en Allemagne, en Europe, etc. Et puis on est sorti il y a un an et demi, 2 ans, en 2019. On a vendu notre participation à Capgemini, qui a racheté l'intégralité d'Altran. Il s'est passé plein d'autres choses, mais dans l'intérêt du temps, je vais pas rentrer en détail, mais voilà, c'est un exemple de deal qui a duré plus longtemps que prévu, où on est resté au capital pendant longtemps, on a remis beaucoup d'argent, on a continué à croire dans ce qu'on avait cru au début, et au final, ça s'est bien terminé pour nous. D'accord. 2008-2019, tu te souviens à peu près des chiffres macro, c'est-à-dire chiffre d'affaires d'Altran, par exemple, en 2008 et en 2019? Il faudrait vérifier, mais je pense que quand on a fait l'investissement dans Altran devait faire à peu près 1,5 milliard de chiffres. Ensuite, ça a baissé assez fortement avec la crise. Et lorsqu'on est sorti, ça devait faire quasiment 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Parce qu'on a eu un rebond très fort du business, notamment auprès des clients aéro et auto, qui ont beaucoup tiré de business à l'époque. Et surtout, on a fait, sur les 3-4 dernières années,
beaucoup d'acquisitions, dont une très grosse aux États-Unis qui s'appelle Harrison, où on a racheté ça pour 2 milliards de dollars, dans lequel là aussi on a remis de l'argent. Et donc on a fait pas mal grossir le groupe. Et d'ailleurs, ça a induit beaucoup de problématiques qui sont aussi pertinentes pour d'autres ESN, en fait, que tout ce qui est offshore, nearshore, etc. C'était cœur de la thèse qu'on avait sur Altran. Et GFI, vous êtes rentré pour les mêmes raisons ou? Non, GFI, c'était un peu différent. GFI, c'est un deal qui est un tout petit peu plus vieux encore, hein. C'est un deal de 2007, si je me souviens bien. Et c'est la thèse était un petit peu différente parce que lorsqu'on est investi dans GFI, donc en fait, la boîte était cotée aussi. Le fondateur, Monsieur Torgman, voulait également sortir de la cote. On n'avait pas réussi à sortir de la cote. On avait lancé une OPA et on avait un plan avec le DG qui est maintenant PDG, Vincent Rouex, de notamment développer tout ce qui était centre de service, industrialisation des process et début de l'internationalisation par acquisition. Et donc pareil, on a eu aussi la crise au milieu, donc on a perdu du temps. Mais une fois que cette période-là était passée, on a pu mettre en place tous ces trucs-là avec Vincent. Et au final, je pense que quand on a investi dans GFI, ça devait faire 500-600 millions d'euros. Et lorsqu'on a vendu GFI à Manaï Corporation, le groupe faisait plus d'1 milliard de chiffre d'affaires. Au final, ça a été un beau succès. On est un business où on doit faire face parfois à des crises, des cycles, etc. Donc nous, on a l'habitude, donc il faut les traverser, mais on perd du temps. Et donc c'est pour ça qu'à la fois Altran et GFI, qui sont des deals juste avant la crise de 2008, on a perdu un peu de temps, ça a des deals assez longs. Mais au final, on a fait ce qu'on avait prévu de faire. C'est intéressant de t'entendre témoigner de ça. Ça aide beaucoup, j'imagine, d'avoir un fonds comme Apax qui a justement traversé des crises. On va dire qu'on est, on apprend de ses blessures. Donc, ouais, non, c'est sûr qu'on a, chez Apax, comme je l'ai vu, ça fait 45 ans qu'on fait ça. Pas forcément moi, mais la firme a vu toutes les crises depuis 45 ans. Donc, on a l'habitude. On sait que c'est un mauvais moment à passer. On sait que ça passe. On traverse ça. On perd un peu de temps. On en profite souvent pour faire des choses qu'on n'aurait pas fait aussi en période de très forte croissance. Voilà. Donc, non, c'est sûr que pour un dirigeant, surtout que c'est des dossiers, en l'occurrence GFI et Altran, où malgré la crise, on est resté, on a remis de l'argent, on y a cru, on a backé les dirigeants et c'est juste ça a pris plus de temps, quoi. Tu viens de dire, on fait aussi des choses qu'on n'a pas le temps de faire quand on est en forte croissance. C'est-à-dire que pendant les crises, notamment, vous engagez les boîtes avec lesquelles vous êtes à faire quoi? Je donne un exemple. Altran, pendant la crise, on s'est rendu compte que il y avait des morceaux d'activité qui étaient pas cœur. Par exemple, le Brésil qu'on a cédé. On était actionnaire d'Arthur D. Little qu'on a cédé parce que pendant cette période, on s'est rendu compte que c'était pas des priorités stratégiques. Chez GFI, on était un tout petit acteur aussi au Canada. On a profité de cette période-là pour refocuser le groupe justement sur son business français à l'époque. Et là, j'imagine que ça, c'est aussi, quand tu parlais de conseil tout à l'heure, c'est un truc vraiment intéressant parce que j'imagine que vous êtes capable aussi d'avoir ce recul et cette hauteur de vue, parfois qu'on n'a pas en tant que dirigeant, où vous êtes capable de dire, on veut se séparer de rien souvent, alors que vous avez été capable de... Exactement. C'est pour ça que on est assez pertinent et qu'on fait pas appel qu'à la dette. C'est que justement, c'est ça qu'on apporte nous. Alors nous, on n'est pas manager. C'est-à-dire que si on investit dans une société, on va pas venir prendre un bureau chez Wooz ou chez GFI. C'est pas du tout notre métier. Il y a des managers qui font ça bien mieux que nous. Par contre, nous, dans les organes de gouvernance et ensuite même de manière très informelle au jour le jour, on est un peu sparring partner des dirigeants pour leur expliquer, peut-être que tu devrais réfléchir à ça. Est-ce que tu es sûr que ça, c'est cœur? Peut-être qu'on peut t'aider à réfléchir à ce sujet-là. Tu sais, dans telle boîte, on a vu telle situation. Est-ce que c'est pertinent pour toi? Et ça crée un échange généralement hyper riche pour les dirigeants. Et puis surtout, je pense que c'est rassurant pour un dirigeant de se dire, mon actionnaire, il a déjà fait ça. Il va m'aider à le faire aussi. Et comme ça, je suis pas tout seul, quoi. Donc, il y a une osmose qui se crée assez bien, en tout cas dans les sociétés, dans les opérations qui se passent bien, entre le fonds et le dirigeant. Et c'est le plus important, je dirais, c'est que il y ait cette confiance qui s'installe entre les dirigeants et nous pour prendre des bonnes décisions au bon moment. Ok. Alors, une question qui va faire vraiment, je pense, sourire les gens de Wooz, parce que je vais te poser là la question que je vais révéler, mais je pose toujours cette question dans le recrutement parce que pour moi, elle est très intéressante. En tout cas, c'est la réponse qui est très intéressante. C'est quel est le deal dont tu es le plus fier chez Apax? C'est quoi le deal, si tu devais en retenir un seul, lequel tu retiendrais? Que tu as fait, bien sûr. Non, mais je pense que je suis fier de tous les deals sur lesquels j'ai pu travailler, que ce soit Infopro Digital, Altran, récemment Expereo, Greatech, etc. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup parlé d'Altran, mais c'est vrai que c'est un deal où on a tout vécu, quoi. On a vécu la crise, on a vécu le changement de dirigeant, on a vécu le dirigeant qui démissionne, on a vécu les acquisitions très importantes, on a vécu les cyberattaques, et à la fin on a vécu, et au final tout s'est bien terminé.
Et on a fait une super sortie. Donc pour moi, c'est le deal. J'ai travaillé dessus pendant 8 ans. C'est un peu le deal, en tout cas à titre personnel, où j'ai le plus appris et où ça a été une expérience hyper riche tout au long de ces 8 années. Ouais, c'était très enrichissant. Enfin, je pourrais te dire aussi plein de trucs super sur d'autres deals. Sur InfoPro Digital, on a fait plein de trucs super. On a fait des grosses acquisitions aussi, complètement transformé le business. Enfin, c'est avec Christophe Tcheka. Donc voilà, c'est chaque deal a ses un petit peu ses particularités. Mais si je devais en retenir un, ouais, Altran, c'est plus emblématique. Allez, avant de focaliser sur le marché des ESN, parce que c'est quand même un des grands moments de cette discussion, j'aimerais quand même terminer par une chose dont on a un petit peu effleuré pendant notre début de discussion, c'est les raisons majeures, parce que en fait, souvent dans un marché, il n'y a pas 50 ou 100 raisons, il y en a quand même quelques-unes majeures, les raisons majeures des échecs des deals de LBO. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait qu'un deal pourrait capoter? Je sais qu'à Pax, il y a eu, c'est plutôt des super deals à chaque fois, mais qu'est-ce qui, selon toi, peut faire capoter des deals? Il y a deux catégories de risques qui parfois se matérialisent. Je dirais, parfois il y a des sujets qui sont des sujets de marché. Donc on a fait un investissement dans une entreprise et le marché change complètement d'orientation et la société est sous pression et ça se passe pas bien. Donc ça c'est un premier exemple. Généralement on perd du temps surtout parce que bon, si la boîte est bien organisée quand même on arrive à se repositionner et à faire évoluer le business model. Je dirais que les deals où c'est le plus dur, c'est quand il y a une incompréhension entre les dirigeants et nous, où on s'était mis d'accord sur un business plan ou un plan au début et où en fait au fil de l'eau les dirigeants décident de faire autre chose ou nous on n'est pas d'accord, et c'est ça, quand il y a plus cette osmose entre nous et les dirigeants, c'est là où ça se passe le moins bien, quoi. Parce que ça a des impacts partout, la gouvernance marche plus très bien, c'est plus fluide, il y a de la défiance. J'ai pas beaucoup d'exemples, mais ça arrive. Ouais. Et je dirais c'est c'est ce que nous on essaie d'éviter le plus, parce qu'à limite le marché, bon, parfois faut toujours essayer d'anticiper, mais souvent tu le subis quand même. Par contre, bien se mettre d'accord avec l'équipe de direction sur le business plan et avoir une vraie confiance, ça, on doit pas se louper. Donc ça, c'est les plus grosses déceptions qu'on peut avoir là, quand on fait un investissement. Je pense qu'on sous-estime ces changements de marché, et je terminerai là-dessus, mais sur un plus petit niveau. Mais moi, je me souviens d'un ami qui avait investi et qui avait fait un super boulot sur les éthylotests. Il était persuadé que, en fait, la loi allait passer. Effectivement, on parlait vraiment de ce projet de loi qui allait rendre obligatoire les éthylotests électroniques dans les voitures. Et puis, je crois que c'est Valls qui est arrivé au pouvoir et qui a dit, je sais plus si c'est lui, c'est peut-être un autre, mais qui a dit, bah non, stop, on arrête, il y aura pas d'éthylotests. Bon, évidemment, le marché change et là, tu peux rien faire. Enfin, en tout cas, se réinventer très vite quand tu as déjà dépensé énormément en R&D, c'est très compliqué. Alors moi, c'est un marché, ce marché des ESN, des sociétés d'ingénierie, des cabinets de conseil, de la prestation intellectuelle en général. Qu'est-ce qui fait que depuis 10 ans, on voit des fonds de LBO s'intéresser à ce marché, alors que très honnêtement, peut-être tu me contrediras vraiment là-dessus, on n'a vraiment pas répété avant de discussion, mais je crois pas qu'avant il y ait eu de grosses barres. Tu viens de dire 10-15 ans, mais avant ça, je veux dire, ça intéressait pas les fonds. Et là, j'ai l'impression que ça s'accélère. Il y a un nouvel amour en fait. Ouais, c'est vrai. On a fait des deals dans les ESN depuis quand même un certain temps, mais on était un peu tout seul. C'est vrai qu'on était un peu tout seul. Je crois qu'un des premiers qu'on avait fait, alors qui était pas super bien terminé, c'était Valoris, en 2000, je crois. Et puis ensuite, on a fait GFI, Altran. Et en fait, pendant très longtemps, à Pax, on était un peu tout seul, à faire investir dans les ESN. Et à l'époque, je pense que c'était principalement parce que structurellement, c'était des sociétés qui étaient perçues comme assez peu rentables. On avait des marges, des bits ou des bidas aux alentours de 10-11%. Et à l'époque, pour les LBO classiques, c'était perçu comme assez faible. Le deuxième point, c'était que souvent, c'est ce qu'on dit, c'est que les actifs prennent l'ascenseur tous les jours. Donc bon, est-ce que c'est très secure pour le fonds bof. Donc il y avait pas mal de fonds qui n'aimaient pas ça. Et ce sont des business où ton levier opérationnel est pas très important. Et donc ton espérance de doubler la marge, par exemple, en pourcentage, est faible. Parce que de toute façon, pour grossir, il faut recruter, et il faut que tu rajoutes tes coûts, etc., etc. Et donc, tout ça faisait que, effectivement, les fonds étaient pas fans des ESN. Ça a pas mal changé depuis quelques temps, comme tu le dis. C'est très vrai. Je pense que ça vient de plusieurs choses. Le premier point, c'est que on voit quand même qu'il y a un besoin de digitalisation des grands clients qui est extrêmement fort, ce qui a un impact assez important sur la croissance du marché. Et ça, nous, en tout cas, et je pense que c'est le cas de beaucoup d'autres fonds, les marchés en croissance, c'est hyper attractif parce que ça donne quand même beaucoup de vent dans les voiles aux entreprises. Point numéro 1. Point numéro 2, j'ai l'impression que de plus en plus, même si c'est pas encore parfait, les entreprises, les ESN sont quand même en train de faire cette transition de vendre des CV versus vendre des projets, vendre de l'IP, vendre du savoir-faire plus en dur, plus que d'être juste un body shop, quoi. Donc ça remet de la valeur dans le business de l'ESN. Je pense qu'il y a un troisième aspect qu'on voit quasiment dans
dans tous les investissements dans les ESN récents, c'est que les gens se rendent compte que c'est un marché qui va se consolider, que ce soit en France ou à l'étranger. Et donc, pour les fonds, c'est souvent des thèses d'investissement assez intéressantes d'aller consolider un marché pour déployer du capital plus rapidement, faire augmenter la taille rapidement, avoir une assise plus importante pas uniquement qu'en France, mais en Europe ou dans le monde. Et donc, effectivement, on a eu un regain d'intérêt depuis une dizaine d'années vers les ESN. Et c'est vrai que les multiples les valorisations ont pas mal monté. C'est également une manière pour des gens comme nous de s'exposer à des trends de fonds de la digitalisation sans avoir à investir dans Microsoft, tu vois. Nous, on peut pas acheter Microsoft. Une manière de s'exposer à la croissance de Microsoft, c'est d'investir dans des intégrateurs. C'est une manière, d'avoir une exposition à cette transformation assez importante qui est en train de se passer. Est-ce que finalement, une des choses aussi qui change, c'est de se retrouver avec des intégrateurs qui vendent pour certains de la licence Microsoft et qui finalement se retrouvent à avoir un business récurrent. Ça, c'est un truc qui vous intéresse aussi ou pas? Ouais, absolument. Après, tu as toujours, c'est pour ça que nous, après, c'est des choses qu'on va vérifier. Nous, on investit, par exemple, dans un distributeur, qui fait pas que ça, mais un gros distributeur d'Autodesk, qui est une grosse boîte de soft américaine pour tout ce qui est logiciel 3D. Et nous, en fait, ce dont on s'assure, c'est que la relation entre le distributeur, intégrateur et l'éditeur est bonne. Mais sinon, non, nous, ça ne nous pose pas de problème. Si on s'assure que, en l'occurrence, si je prends Magellan, par exemple, qui est un intégrateur distributeur de Microsoft, on va s'assurer qu'ils ont des bonnes relations avec Microsoft. Mais à partir d'une fois que c'est validé, ça nous va très bien. Je reviens sur quelque chose que tu as dit tout à l'heure. Tu as dit, historiquement, ces entreprises, elles faisaient 10%, 11% d'EBITDA et donc c'était pas jugé suffisant pour des fonds de LBO. Ce qui provoque un regain d'intérêt aujourd'hui, c'est que ces entreprises, elles ont fait monter leur marge ou que les fonds de LBO ne cherchent pas nécessairement 20, 30, 40%, mais que 10% ça marche. La réponse, c'est la réponse 2. C'est-à-dire que je pense que les fonds, et nous également, on s'est rendu confortable avec ces niveaux de marge. Parce que, et ça c'est peut-être qu'on en parlera plus tard, mais il y a quelque chose qui a pas mal évolué dans ce qu'on appelle le LBO, c'est que nous, aujourd'hui, quand on regarde nos thèses d'investissement, notre but dans la vie, c'est pas de générer le plus de cash pour rembourser la dette. Notre but dans la vie, c'est de faire croître les business. Et donc avant, à 10% de marge, tu disais si j'ai un PET, je pourrais pas rembourser ma dette. Nous maintenant, on réfléchit un petit peu différemment. On se dit j'ai un business qui fait 100 de chiffre d'affaires, 10 de profit. Comment est-ce que je fais pour passer ce business à 200 de chiffre d'affaires et 20, 25 de profit? Donc on sait qu'on n'aura pas des marges énormes, même si je pense qu'on peut faire beaucoup mieux. Mais on va plutôt se pricer la croissance que la capacité à générer du cash. C'est intéressant ce que tu dis, on peut faire beaucoup mieux. Nous, on voit deux choses aujourd'hui sur le marché et j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus. La première, c'est une tendance, j'aurais tendance à dire qu'elle a commencé en 2018-2019, mais qu'elle allait doucement. Puis la Covid a accéléré et j'ai le sentiment que les fonds de LBO sont en train d'accélérer massivement là-dessus. C'est qu'ils engagent fortement leurs cibles ou leurs acquisitions, opérer elles-mêmes une grosse transformation digitale pour aller chercher de la marge supplémentaire. Est-ce que toi, c'est ce que tu vois? Est-ce que c'est ce que vous poussez chez Apax? Absolument. Alors, pour parler 2 secondes de ce qu'on a développé chez Apax, parce que depuis une dizaine d'années, en fait, les fonds d'investissement et Apax en particulier, on s'est pas mal structuré. Donc nous, par exemple, chez Apax, on a quelqu'un qui est dédié à ça, qui s'appelle Grégory Salinger, qui est notre Chief Digital Officer, et qui, dans toutes nos boîtes de portefeuille, que ce soit sociétés de distribution ou les ESN, les sociétés de télécom, va pousser à la digitalisation et être un petit peu, il va engager les entreprises à réfléchir à ces sujets-là. Et on s'est rendu compte que parfois les cordonniers sont les plus mal chaussés. C'est-à-dire que certaines ESN, elles vont vendre toute la journée de la transformation digitale chez leurs clients et parfois, elles n'ont pas mis en place tous ces process chez elles. Nous, on pousse beaucoup ça. On pense qu'il y a beaucoup de valeur à créer, à déployer des solutions digitales pour gérer ta force de vente, pour gérer ton staff, pour gérer ta relation client, etc., etc. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on insiste beaucoup et sur lesquels on peut même déployer des gens d'Apax pour aider les dirigeants à faire ce chemin. Notre thèse, nous, chez vous, c'est que globalement, ce marché perd 5 points d'EBIT, faute d'avoir digitalisé son staffing, c'est-à-dire d'avoir optimisé réellement cette allocation du portefeuille projet avec des compétences internes et externes. Tu en penses quoi? Je pense que c'est l'avenir. Il va falloir passer par là, surtout si dans un marché qui est quand même de l'emploi qui est tendu sur les compétences rares, tu as besoin de gérer mieux ton staff, le pricer au mieux et je pense que c'est un chemin que toutes les ESN vont devoir faire. Et en plus, je suis assez d'accord avec toi.
Je pense qu'il y a bien, c'est pas 5, c'est 3, enfin, point de marge à aller chercher sur ça. Parfois, c'est des boîtes qui vraiment marchent super bien, pour une croissance vraiment très soutenue. Je discute avec eux de comment ils gèrent leur staffing. C'est artisanal, quoi. Enfin, c'est pas vraiment artisanal de chez artisanal, mais il y a beaucoup de choses à faire. Voilà, ça pourrait être fait de manière plus efficace. On voit, je sais pas si tu partages ça, hein, mais nous, ce qu'on voit aussi, c'est que finalement, la crise de la Covid fait qu'on a cassé les frontières. C'est-à-dire que ce sont des business qui se sont développés de façon très locale, avec souvent un business unit manager, un skill center manager, bref, des managers qui gèrent 50, 80 personnes, qui les connaissent, hein, ces 80 personnes. Et globalement, quand tu étais à Aix-en-Provence, tu staffais dans la région. Quand tu étais à Nantes, tu staffais dans la région. Et puis, tu faisais un peu de nearshore, mais bon, pas plus. Mais à Noisy-le-Grand, quand il fallait que tu ailles staffer pour une grande banque, il fallait que tu habites près de Noisy-le-Grand, quoi. Et là, aujourd'hui, on a le sentiment, avec un taux de télétravail dans des grandes ESN qui est à 85-90%, hein, ce qui est quand même incroyable. On a vécu une transition monstrueuse. On a l'impression que toutes les frontières sont en train de se casser et que finalement, il faut que ces sociétés, elles aient une vision globale de leur staff. Est-ce que tu vois ça et est-ce que tu penses que le nearshore et l'offshore que la crise de la Covid va transformer ou accélérer le nearshore et l'offshore? Ouais, je pense que ça va très nettement l'accélérer. Alors nous, il y a quelque temps, déjà, aller faire du nearshore en province, c'était pas évident parce que les gens aiment bien être les gros clients sont à Paris, aller staffer des gens à Lyon, à Lille ou je ne sais où, c'était pas évident. On avait commencé à le faire, par exemple chez GFI, on avait commencé à créer des centres de services assez importants en région, etc. Là maintenant, ça va être c'est même plus un sujet, je dirais. Donc ça c'est la première étape de nearshore. Et ensuite, je pense que de plus en plus, et même pour des ESN de taille intermédiaire, il va y avoir une réflexion avec le télétravail, ouvrir le nearshore même au-delà. Alors pas forcément dans un premier temps en Inde, mais ne serait-ce que dans les pays limitrophes. Chez GFI, par exemple, on avait pas mal développé le Portugal, l'Espagne, et ça marchait très bien. Et je pense que ça va accélérer. Ça va être une manière, je pense, de protéger les marges pour les entreprises, peut-être aussi remettre de la valeur sur les couches qu'ils vont garder en France, et tout ça pour avoir un équilibre win-win entre les donneurs d'ordre et le SN. Ça, on le voit beaucoup. D'accord. À mon avis, ça c'est intéressant parce que les ESN pourraient peut-être s'inspirer un peu des grandes sociétés d'ingénierie qui, elles, travaillent déjà énormément à l'international dans les pays limitrophes. Est-ce que tu vois un impact aussi sur le télétravail? C'est-à-dire que moi, je vois des fonds qui sont en train de me dire, nous, on va pousser à réduire la taille des locaux parce que ça a un impact très très fort sur le PNL. Et puis finalement, avec le télétravail, on va pouvoir réduire et donc améliorer les marges. Je pense que ça va se faire naturellement. Nous, dans nos boîtes, on ne pousse pas spécifiquement. Mais par contre, là, j'ai un exemple en tête. En ce moment, je dirais pas le nom, mais effectivement, le dirigeant nous a appelé pour nous dire, écoute, avec le télétravail, moi, j'ai une population de développeurs, ils peuvent bosser de chez eux et ils sont très contents, par exemple. Mes locaux très chers à Paris ou en banlieue parisienne, je vais les réduire. Je pense qu'on aura quand même toujours besoin de locaux. Ça, c'est sûr. Faut pas se leurrer. Mais effectivement, la flexibilisation du travail, le fait que les gens peuvent bosser un peu de partout maintenant avec un ordi, ça va avoir un impact assez fort sur les mètres carrés, quoi, tout simplement. Donc, on va jamais de toute façon dire à un dirigeant, il faut que tu fasses absolument, il faut que tu réduises tes bureaux. Mais généralement, ça vient naturellement dans la discussion et de même parce qu'ils voient bien que les locaux sont trop grands, les gens se voient plus à la limite dans les bureaux. Donc, il y a une vocation à effectivement réduire. Allez, 2 dernières questions sur le marché des ESN. La première, c'est quels sont les conseils que tu pourrais donner aux dirigeants lorsqu'ils ils se disent, le patron d'ESN qui se demande s'il peut faire une opération de LBO, il se dit est-ce que ma boîte est prête pour faire un LBO? Ce serait quoi les critères déjà? C'est quoi les cases qu'il faut qu'il coche? Je dirais, pour faire un LBO sur une société, il doit se dire, 1, est-ce que ma société est rentable pour le long terme? Et 2, est-ce que j'ai l'ambition de doubler mon business ou tripler mon business sur les prochaines années? C'est pas toujours le cas, hein. Parfois, les gens vivent très bien, et c'est tout à fait respectable avec, faisant grossir leur société de manière, raisonnable, etc. Ils gagnent bien leur vie, c'est très bien. Par contre, si tu veux doubler, tripler ta taille, là, c'est pertinent de venir te parler avec nous. Puis ensuite, il faut être confortable à avoir un actionnaire financier à ses côtés, au board, actionnaire, et avoir un dialogue avec eux. C'est pas le cas de tous les dirigeants, hein. Je dirais, c'est ça les 3 principaux critères. Et donc, j'encourage, moi, les dirigeants, ne serait-ce qu'à rencontrer des gens comme moi, ou il y en a d'autres, hein, pour échanger, voir un petit peu comment on travaille, qu'est-ce qu'on attend, et voir s'il peut y avoir un fit et un projet. Je vais me permettre un petit témoignage, mais tu dis, il faut que les gens soient confortables. Et moi, je pense que quand tu as un projet de croissance, que tu es rentable et que tu as un projet de croissance, moi, mon expérience perso, j'ai revendu un cabinet de conseil que j'avais monté à une vingtaine de millions d'euros de chiffre d'affaires à Orange. Très honnêtement, quand on a vu, parce qu'on avait une incitation avec des compléments de prix, mais quand on a vu les niveaux qu'on pouvait obtenir de croissance parce qu'on avait un nouvel actionnaire, parce qu'on avait un actionnaire,
Ça m'a donné envie, moi, sur Wooz, d'avoir un conseil d'administration que je remercie tous les jours parce que c'est eux qui nous poussent à faire vraiment de la surperf. Et quand je dis de la surperf, en fait, c'est pas de la surperf, c'est de la perf qu'on peut donner, c'est-à-dire aller donner le meilleur de nous-mêmes. Moi, j'aurais tendance à dire, il faut avoir des gens extérieurs parce que sinon, on n'est jamais complètement très bon. On n'est pas à ce qu'on pourrait faire, en fait. Je sais pas ce que tu penses de ça, mais... Non, mais c'est vrai que faire une opération de LBO, ça va induire une discipline et aussi financière, opérationnelle, et également de tenir un BP, quoi. Parce que nous, on investit sur un projet, on y croit, on s'est tous mis d'accord, on s'est mis autour de la table, qu'est-ce qu'on veut faire pendant les 4-5 prochaines années. Et donc, c'est sûr que naturellement, ça va pousser le dirigeant à aller faire son plan, quoi. Et nous, on va aider, mais on a investi sur un business plan et on aime bien que ça le suive. Après, il peut y avoir des plus et des moins, on en parle. Évidemment, la vie, c'est la vie, mais le plus important, si on a l'ambition de faire croître son business, ça permet à un LBO de se mettre un petit peu sous tension et d'être assez ambitieux. Et pour aller voir Apax, combien de chiffre d'affaires pour une ESN ou un bureau d'ingénierie ou etc. Mais combien? Comme je disais au début, nous, on a deux poches de capital. Donc, une poche qui s'appelle Apax Développement, qui fait des LBO qu'on appelle small cap, plus petits. Ils vont investir des tickets entre 15 et 40 millions, on va dire, pour être très large. Voilà, si vous pensez que votre société vaut à peu près ces montants-là, ils sont très pertinents. Et on fait plein aussi de deals hyper successful dans les ESN, le dernier étant Squad, par exemple. Et si vous avez... Pour que tout le monde comprenne et que moi je comprenne déjà, tu me dis... Si une société fait un chiffre d'affaires à peu près ces montants-là, ça veut dire que globalement, si une boîte fait 15 millions et que vous mettez un ticket de 15 millions, vous prenez 50% du capital, le dirigeant ou les dirigeants restent avec 50%, mais ça marche. C'est-à-dire que 15-15, ça marche ou j'ai compris ou j'ai pas compris du tout? Alors, je parlais de ticket d'investissement. Mais disons, essayons de prendre un exemple simple. Si ta société fait 50 millions de chiffres et 5 millions d'EBITDA, donc disons qu'elle vaut 50 millions, donc c'est déjà pas mal. Dans ce cas-là, disons que c'est sur 50 millions, tu vas peut-être mettre 20 millions de dettes, 30 millions de capital. Nous, on pourrait mettre, notre poche Apax Développement peut mettre 15 millions, d'accord, prendre 50% du capital et les dirigeants garder effectivement 15 millions, donc 50% du capital. D'accord. Et à une échelle plus importante, si vous avez une société qui fait, pour le coup, j'en sais rien moi, 200 millions de chiffres, 20 millions d'EBITDA ou de profit, et que ça vaut donc 200 millions ou un peu plus, là, on mettra, j'en sais rien, 80 millions de dettes, 120 millions d'equity, un truc comme ça. Et nous, on peut mettre 60, 70, 80, 90, et puis le reste pour le fondateur, les dirigeants ou les actionnaires précédents. Voilà. Après, c'est des équilibres à trouver entre combien de capital le fonds a versus l'équipe de management, le fondateur, etc. Ça, il y a un équilibre à trouver. Mais voilà, c'est un peu ça l'idée. Je te propose qu'on termine vraiment sur des tendances de fond. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre avec l'histoire ce qui est en train de se passer là sur les marchés, avec la crise de la Covid, etc. Mais avec cette expérience, cette longue expérience dans le LBO, quelles ont été pour toi les grandes transformations sur les 10, 15 dernières années dans le marché du LBO? C'est une industrie qui a énormément changé. En fait, ce qui est marrant, c'est que il y a 15 ans, un LBO, le plus important, c'était de générer du cash et de rembourser la dette. Et ça a conduit à l'époque à certains excès, avec beaucoup trop de dettes, une société qui n'avait plus suffisamment pour investir, il fallait juste rembourser la dette. Il y a eu la crise, maintenant ça commence à dater, c'est 2007-2008, où ça a remis tout ça un petit peu à plat. Donc le premier truc qui a changé, je dirais, c'est que maintenant, les fonds, les banques, etc., on met des niveaux de levier sur les sociétés qui sont plus raisonnables et plus, on va dire, adéquats avec la profitabilité des entreprises. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que c'est une industrie qui a très très fortement cru. Donc les fonds de LBO ont levé énormément d'argent pour des raisons qui sont très simples. Les taux sont très bas, les retours sont bons, la bourse est volatile. Et c'est vrai que les fonds de capital investissement, en particulier de LBO, ont toujours eu, il y a eu des hauts et des bas, mais ont toujours eu des performances relativement stables et plutôt intéressantes pour les investisseurs. Donc on a eu un afflux de capital, ce qui a fait que la compétition sur les belles entreprises a été plus importante. Donc les prix ont monté. Et pour payer des prix plus importants, je dirais que les fonds, et c'est le cas d'Apax, on a dû davantage se structurer, se professionnaliser. Et donc, il est rare maintenant d'avoir des fonds qui n'ont pas des fonctions un peu transverses de création de valeur dans les entreprises pour les aider sur leur digitalisation, pour les aider sur leur fonction finance, pour les aider à accélérer les acquisitions. Parce que c'est comme ça qu'ensuite, avec les dirigeants, on va aller chercher de la création de valeur pendant notre investissement. Une fois de plus, nous, on n'est pas manager, donc une fois de plus, on ne prend pas de bureau dans nos sociétés de portefeuille.
Et par contre, on va être sparring partner, apporter des idées, essayer d'aider pour que, je prends toujours mon exemple, pendant les 4, 5, 6 ans pendant lesquels on va être au capital, la société, en gros, double de taille en chiffre d'affaires et en profit, pour la faire simple. La question est bien évidente. Est-ce que je comprends bien? C'est que tu vois ça comme une tendance comme une tendance durable, l'investissement des fonds de LBO dans les sociétés de prestations intellectuelles, et voire même tu vois les choses s'accélérer? Je pense pas que ça va s'arrêter. Je pense que ça va rester un secteur très attractif pour les fonds d'investissement. On a vu beaucoup d'opérations récemment. Hein. Nous, on a regardé beaucoup de dossiers, Devoteam, Talent récemment, Smile récemment aussi. Voilà, donc je vois pas cette tendance baisser. Et une fois de plus, comme je disais, c'est des sociétés où maintenant les gens se sont rendus confortables de la croissance structurelle. Chez les grands clients, il y a énormément de choses à faire. Il va y avoir d'énormes besoins de transformation digitale et les ESN vont en bénéficier assez fortement. Donc il y a un marché qui va être en croissance forte pendant longtemps. Et ensuite, au cas particulier du marché français, il va y avoir beaucoup de consolidation, je pense, à faire, qui va se passer pendant les prochaines années. Donc ça, c'est toujours intéressant pour les fonds comme nous. Je pointe du doigt ce que tu viens de dire en dernier, parce que c'était effectivement mon commentaire. Tu dis il va y avoir beaucoup de consolidation. Et moi, c'est un truc que j'entends depuis 20 ans sur ce marché. Est-ce que réellement là, pourquoi tu penses que maintenant, c'est le moment de l'histoire où on va voir beaucoup de consolidation? Ouais, déjà, je pense que ça a commencé. Hein. On voit tous les jours, il y a encore, on est le 30 avril, mais il y a encore 1 ou 2 jours, Smile a annoncé une acquisition. Il y en a, ça a commencé. Nous, on avait regardé il y a 1 an maintenant un dossier d'une super boîte qui s'appelle Talent, qui avait fait aussi énormément d'acquisitions par le passé et qui a continué. Et je pense que ça va se poursuivre parce que si tu veux jouer et être pertinent auprès des grands clients, tu as de plus en plus intérêt à avoir une offre de service assez large. Et si tu veux aller jouer en dehors de France, pour aller vite, tu vas faire des acquisitions. Faire des business à l'étranger from scratch de France, c'est compliqué, on le sait, et ça prend du temps. Et donc c'est pour ça que typiquement une ESN qui fait aujourd'hui, j'en sais rien, 200-300 millions d'euros et qui veut aller à l'étranger, elle va aller faire des acquisitions à l'étranger. D'accord. Donc pour toi, mouvement durable. Et le LBO, c'est un moyen incroyable pour les ESN qui veulent faire de la croissance, d'assurer cette croissance, d'aller à l'étranger et de s'attirer aussi finalement, parce que c'est ça aussi que je retiens, c'est du conseil avec cette expertise et cette expérience que vous avez depuis 20, 30, 40 ans sur ces marchés qui vont donner aux dirigeants finalement un nouveau point de vue et des points de vue complémentaires. Exactement, c'est ce qu'on essaie d'apporter. Et tu vois, au cas particulier des acquisitions, sur les 12 derniers mois, les sociétés dont moi je m'occupe, on a dû faire 4, 5, 6, 7, 8 acquisitions. Et je m'occupe de 3 sociétés. Donc on y passe du temps et on pense que c'est une tendance très lourde. D'accord. Eh bien, écoute, Henri, sur ces belles paroles, merci beaucoup. C'était super intéressant. Je suis certain qu'on aura l'occasion de rediscuter de tout ça. Et je te dis, écoute, bonsoir, parce qu'on est presque le soir. Et encore merci. Merci Jean-Philippe. Merci beaucoup.